Est-ce que, voilà, le bloc ou alors le bouclier sino-russe devient un allié du continent africain ou alors c'est le contraire? Est-ce que ce bouclier sino-russe est aux côtés aujourd'hui de l'Afrique dans un monde où, justement, on parle de multipolarisation aujourd'hui? Des nombreuses questions auxquelles répondra, bien entendu, notre invité dans le cadre de cette émission, auquel on soumettra différentes questions ou encore interrogations. Il s'agira pour nous de passer au crible de son regard panafricain toutes ces questions au cours de cette émission qui d'ailleurs démarre tout de suite. Parfait passion d'homme, vous êtes l'invité de Regard panafricain ce jour ou alors ce soir. Bienvenue à vous et bonsoir. Bonsoir, Princesse Cassandra, et merci pour cette invitation. Un bonsoir particulier à l'ensemble de nos téléauditeurs, sans oublier notre voyante équipe technique. For You Media, For You Radio devient de plus en plus la référence en termes d'une communication africaine faite par des Africains, avec le point de vue, j'allais dire, la vision africaine des mutations de ce monde. Et c'est toujours un plaisir pour moi, un plaisir renouvelé d'ailleurs, chaque fois que je peux répondre présent, n'est-ce pas, à votre invitation. Donc pour moi c'est un honneur et merci une fois de plus pour cet échange que nous aurons tout à l'heure avec vous, mais aussi avec nos téléauditeurs. Et c'est parti pour de bons moments d'échange justement, juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube, For You Media, Africa. Merci également de nous écouter via notre radio 96.3 FM, via l'application téléchargeable sur Play Store afin que vous nous regardiez et nous écoutiez partout dans le monde. C'est un plaisir de vous servir à nouveau dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Au vu des relations aujourd'hui entre la Chine et la Russie, il faut dire que plusieurs pôles se forment dans le monde et au milieu de ces pôles, il y a l'Afrique. Que peut-on faire finalement dans ce monde en termes de géostratégie, de géopolitique sans l'Afrique qui semble être le centre du monde finalement? Eh bien, dans le cadre de cette émission, on tentera de comprendre cet état de choses. Mais déjà pour situer le contexte, Xi Jinping était en Russie où il a rencontré le président Vladimir Poutine. Ensemble, ils ont parlé d'une nouvelle relation ou encore d'un rapprochement qui se renforce. Disons mieux, une nouvelle ère, c'est ce qu'ils ont annoncé dans une signature d'accord entre eux. Il s'agit également d'une amitié encore plus forte. Mais selon certaines analyses ou alors certains analystes étrangers, il s'agit d'un rapport qui pourrait s'effriter du jour au lendemain. Il s'agit d'un rapport peut-être stratégique, ça c'est vrai parce qu'il n'y a que de la stratégie finalement lorsqu'on parle des rapports entre les différents pays et les différentes puissances. Il s'agit d'un bloc pas assez fort pour pouvoir damer le pion, disons-le comme ça, au bloc occidental. Patient parfum d'homme, que pensez? D'abord, je pense que si c'était vrai, si c'était vraiment le cas, les gens ne seraient pas en train de lancer tous les cris de frais qu'on entend depuis cette visite avec la signature d'un certain nombre d'accords, de points que malheureusement peut-être n'aura pas le point d'égrener, mais qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit sur l'espace géopolitique mondial. Oui. C'est-à-dire un nouvel accord, un cadre extrêmement important dans le cadre de la création de ce nouveau paradigme que la plupart des gens de ce monde libre attendent, c'est-à-dire ce monde multipolaire. Et là, le cap est fixé, les jalons sont posés
Et je peux vous dire que au niveau des chancelleries occidentales, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, les gens ont pratiquement perdu le sommeil. La preuve, ils ajoutent qu'ils ne croient pas du tout à la solidité, mais surtout la vérité. Non, au-delà de la solidité, mais la capacité de ces nouveaux accords de perdurer dans le temps. Ça veut dire que pour eux, ils appellent de tous leurs vœux que cela puisse se friter le plus rapidement possible pour pouvoir permettre justement qu'ils continuent de déployer leur agenda de destruction et de domination du monde encore pendant plus longtemps. J'aime à le dire et insister là-dessus. Il ne faut pas qu'on voit la confrontation militaire entre la Russie et l'OTAN sur le théâtre d'opération ukrainien comme la seule guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui. On fait face à une guerre multiple sur des terrains variés. Et parmi ces terrains-là, évidemment, il y a ce terrain des relations, de rapports à la fois militaires et économiques qui est d'une violence incroyable que nous sommes en train de vivre là. Quand vous écoutez le président Poutine dire que dorénavant, l'essentiel des transactions commerciales qu'ils feront avec la Chine vont se faire en yuan, et même avec certains pays du Moyen-Orient, je peux vous assurer que ce soit la City de Londres, que ce soit Washington, il y a des gens, il y a des grincements dedans très importants, parce que cela va enlever complètement au bloc occidental une certaine mainmise, une certaine prééminence du point de vue de la géopolitique économique et financière sur le reste du monde. Et ça, on ne peut pas dire que c'est rien du tout. On ne peut pas dire que c'est un épiphénomène. Au contraire, je peux vous assurer que les lendemains seront presque des lendemains qui déchantent. La preuve, vous avez vu des banques décrochées. Vous voyez, pratiquement en Europe, il ne se passe plus de journées sans qu'il y ait des manifestations de population, parce que les conditions, en réalité, il y a un bouleversement de l'ordre établi et qui ne laisse personne indifférent. Et sur le plan économique, c'est tout le monde qui flanche. Voilà donc cette annonce qui vient peut-être, ça c'est juste en passant, Passion Parfendum, enlever au dollar sa puissance mondiale, disons-le comme ça. Et évidemment, les Américains, avec leur puissance militaire, avaient pu imposer au pays du Golfe, surtout à l'Arabie Saoudite, un contrat léonin qui obligeait à l'essentiel du monde libre d'accepter le dollar comme la monnaie de référence pour les échanges en ce qui concerne par exemple l'approvisionnement en pétrole. D'autres poussaient le bouchon en l'appelant même l'étalon dollar. C'est pour dire que toutes les transactions qui concernaient le pétrole et même d'ailleurs certains hydrocarbures dans le monde se faisaient essentiellement en dollars. C'est-à-dire, même si les États-Unis ne sont pas partie prenante dans une transaction quelconque où on vend du pétrole, je prends un exemple, c'est-à-dire que le Nigeria vend son pétrole par exemple à l'Érythrée. La transaction doit se faire absolument en dollars. Donc ils peuvent croiser des bras chez eux, mais ils gagnent dans toutes les transactions qui concernent les hydrocarbures, principalement le pétrole. Alors maintenant, nous arrivons à une nouvelle ère avec une nouvelle réalité où de plus en plus, on est en train d'expliquer aux États-Unis que ce monopole-là, et vous avez écouté, je crois, Xi Jinping lui-même, dit qu'il faut que les États-Unis arrêtent de penser et de croire qu'ils auront toujours l'autorité de dire à qui que ce soit de ceci est bon pour toi, ceci n'est pas bon, et de dire aux gens ce qui est bon pour eux. Ça veut dire que nous arrivons à un point de rupture, un point de schisme dans ces rapports qui existaient hier encore et qui sont en train de s'effriter lentement pour donner la possibilité à la naissance d'un nouvel univers économique, politique et financier, et cela ne peut pas aller sans conséquences. La première des conséquences, ça va être le décrochage d'un certain nombre d'économies, d'un certain nombre de places financières assez fortes dans la réalité d'aujourd'hui, et cela aura pour effet induit le fait qu'il y aura une espèce de déclassification automatique sur le plan économique de certains pays occidentaux, et c'est ce qui faisait leur puissance et leur force pour essayer de dicter leur point de vue au reste du monde. Passion Parfendum, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Chine et la Russie, dans leur combat pour renverser cette bipolarisation ou encore cet ordre mondial où justement le bloc occidental se veut le maître du monde, entend marcher avec l'Afrique ou alors entend avoir l'Afrique comme allié?
J'aime parler souvent de grands tableaux que j'appelle le big picture. Nous sommes dans une guerre globale. Oui. La mondialisation a pu induire le fait que des alliances globales puissent se faire ou se défaire en fonction des déplacements de ce que j'appelle sur le plan géopolitique des places tectoniques. Faisons attention de penser que, par exemple, ce nouveau paradigme qu'on veut créer comme principal point d'ancrage cet accord russo-chinois pourra trouver sa validité si au niveau, par exemple, d'un grand continent comme l'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés, c'est un marché de près de 1,4 milliard de personnes. C'est près de 60% des terres arabes. Bon, je n'aime pas beaucoup les statistiques qui nous sont données par les officines souvent occidentales parce qu'elles ne disent pas toute la vérité. Oui. Mais ça veut dire quand même que, d'abord, je crois que le président Poutine l'a si bien dit, l'Afrique sera le leader de demain dans la construction de cette nouvelle géopolitique. Alors, on a vu avec la chute du mur de Berlin, après d'abord, bien avant la chute du mur de Berlin, qui a précipité le délitement de l'ancienne Union soviétique. Des nouveaux pays au niveau qui entouraient l'Union soviétique en fait la Russie dans sa profondeur stratégique ont pris leur autonomie et beaucoup ont rejoint le camp occidental. On peut parler des pays baltes, c'est vrai, c'est des micro-états. Quand on parle de Lettonie, Estonie, c'est tout petit, c'est 1 million d'habitants, c'est pas important, mais sur le plan géopolitique, c'est extrêmement important. Oui. Parce qu'enfin, on est à la porte de la Russie. Donc, on a vu avec la chute du mur de Berlin et cette nouvelle réalité géopolitique qui s'imposait, les élites occidentales avoir des ailes. Ils étaient sur un nuage. Maintenant, ils pouvaient déployer la suite de leur programme après la destruction de l'Union soviétique, après ce qu'ils appelaient la vassalisation de la Russie. Ceux qui ont encore de bons souvenirs se souviennent par exemple des rencontres entre M. Boris Yeltsin, à l'époque président de la Russie, avec Ronald Reagan. C'était un peu comme le petit gamin attardé, bon, qui a un penchant avéré vers comment on dit ça, les consommations d'alcool, de la vodka, et qui peut bien jouer le clown de service lors des cérémonies officielles. Ça plaisait à l'Occident. Donc pour eux, la Russie, c'était déjà quelque chose de rangé. Je pense, à mon sens, qu'ils continuaient de réfléchir comment ils vont partitionner la Russie en différents États pour ne plus laisser ce bloc homogène qui tient d'un tenant être un pays continent, parce que c'est la vérité. Oui. C'est extrêmement grand canon, la Russie. Mais leur objectif, déjà, c'était la Chine. Il fallait maintenant s'attaquer au gros morceau qui était la Chine et soumettre la Chine à l'ordre occidental et impérialiste. Donc la Chine n'est pas dupe. Elle sait pertinemment que dans cette confrontation nouvelle-là, si elle ne vient pas, la Chine ne vient pas dans cette relation avec la Russie de manière altruiste. Elle joue aussi sa sécurité dans ce nouveau partenariat. Elle est Chacun vient avec ses intérêts. Évidemment, elle est bien consciente qu'une Russie forte, une Russie qui va tenir tête à l'Occident dans cette opération militaire spéciale russe au niveau de l'Ukraine, va permettre à la Chine, d'aborder la question comme celle de Taïwan avec beaucoup plus d'aisance vis-à-vis de cet Occident qui sera plus ou moins affaibli. Mais deuxièmement, va donner à la Chine de continuer à se projeter dans l'univers de son propre développement et de son soft power qui se construit aux yeux de tous, avec moins de tension, moins de prétention de la part de l'Occident de lui empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, pour la Chine, objectivement, c'est une bonne chose qu'on a enfin une puissance retrouvée au niveau de la Russie, parce que la Russie, je vous l'ai dit, avec la chute du mur de Berlin, c'était presque fini en termes de puissance. C'est grâce à Poutine et un travail en profondeur de décennies qui permet à la Russie de revenir aux premières loges et d'être, les gens ne veulent pas l'accepter aujourd'hui, en réalité, la première puissance militaire mondiale, premièrement. Et vous voyez donc ce déplacement que j'appelle le déplacement de plaques tectoniques, c'est-à-dire que l'Occident se réveille de son endormissement. Oui, de son sommeil avec une gueule de bois. Pourquoi? Elle se rend compte que, nous avons en face de nous la première puissance militaire, qui est la Russie. Mais deux, nous avons en réalité la première puissance économique que la Chine est en train de devenir sous nos yeux. Alors, comment faire?
comment faire pour espérer continuer à dominer, à assurer sa domination sur le monde, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan civilisationnel, pour les 50 voire 100 ans à venir, c'est de détruire la Russie. C'est d'empêcher que cette Russie-là soit cette espèce de barrière qui empêche, n'est-ce pas, à l'Occident de rentrer au niveau de la Chine. Dans l'histoire de la Chine, les Chinois ne sont pas non plus bêtes. Vous vous souvenez des traités inégaux. Donc, c'est resté quelque part dans un coin de leur cerveau et ils savent pertinemment que c'est eux qui sont les prochains clients de cette campagne de déstabilisation mondiale de tous les pôles qui veulent aujourd'hui émerger et être des pôles qui tentent de s'affranchir de l'ordre de la tutelle occidentale. Donc, et là-dedans maintenant, on peut me dire, l'Afrique dans tout ça. Oui, l'Afrique était un peu comme espèce de... D'abord, vous savez, ça avait beaucoup de dédain contre les Africains. Les sénateurs, j'oublie le nom, mais les sénateurs américains, pour rigoler, disaient, mais écoutez, c'est un continent qui peut être appelé à disparaître, personne ne s'en rendra compte. Ne s'en rendrait compte, d'autant plus qu'elle ne pèse que 1% du commerce mondial. Bon, Trump, lui, n'est pas par 4 chemins pour traiter l'ensemble de nos dirigeants et le nombre de nos pays de shitholes. Vous voyez, c'est que le regard, la projection qui se faisait de notre continent africain. Alors, les autres ont compris que pour bouleverser en profondeur l'ordre mondial, il faut, libérer l'Afrique de la tutelle occidentale. On voit par exemple le problème de la France-Afrique. Le problème que nous avons avec la France, avec cette affaire de France CFA. En essayant de libérer les énergies africaines, de faire de l'Afrique de véritables espaces de souveraineté pour les peuples africains, ils vont redistribuer totalement les cartes et redonner enfin à l'Afrique la place qui doit être la sienne, mais surtout enlever à l'Occident un espace de marge de manœuvre assez consistante qui permettait à l'Occident de pouvoir continuer à prendre notre pétrole plus que pour moins que rien, à prendre le cobalt, je prends cet exemple pour parler de nos minerais pour moins que rien, et de faire de notre espace de lieu par excellence de son influence militaire. Donc, si l'Afrique sort donc de cette cage de fer dans laquelle elle était enfermée depuis pratiquement plus de 100 ans par rapport à l'Occident impérialiste, on fait... cela participe de facto à l'affaiblissement de l'influence occidentale sur le reste de la planète. Et je pense que ni la Chine et ni la Russie, vous avez appris avec moi que la Russie, par exemple, a liquidé une dette vis-à-vis de notre continent de l'ordre de 20 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Ça participe de cette volonté, de cette construction, de ce soft power vis-à-vis des dirigeants africains, vis-à-vis des pays africains, pour leur dire, il est grand temps pour vous de refuser le rôle d'enfant attardé dans lequel l'Occident vous a confiné pour devenir enfin maître de jeu dans votre propre espace. Cela va permettre justement à un meilleur rééquilibrage des rapports de force réels sur le plan mondial et de facto enlever à une civilisation de 600 millions de personnes, parce qu'en fait c'est ça l'Occident a ramassé, de continuer à penser qu'ils peuvent dominer le reste du monde dans une planète aujourd'hui qui a à peu près 8 milliards de personnes. C'est ça l'enjeu central de toute cette confrontation et surtout de la volonté de la Russie et de la Chine de redonner enfin à l'Afrique sa place qu'elle mérite sur ce grand tableau, cet échiquier mondial. Et dans cet échiquier mondial, comme vous le dites, passion parfaite d'homme, la Chine et la Russie ont donc décidé de montrer un peu plus de considération. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment de la considération ou alors les deux pays ont compris de manière stratégique que pour vaincre le bloc occidental, il fallait tout simplement faire ce que celui-ci ne faisait pas. Vous savez, dans les relations internationales, il n'est pas question d'altruisme. Nous ne sommes pas dans un univers de bisous, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les gens sont altruistes, les gens s'aiment, parce que de manière naturelle, l'être humain doit aimer l'autre. C'est pas ça. Nous sommes dans une réalité assez froide, dans une analyse assez froide
des réalités mondiales et qui permet à chacun, c'est une boutade, je ne sais pas si elle est vraie, qu'on attribue au président Poutine, qui disait « je n'ai pas besoin d'affronter la France, il me suffit de libérer les pays africains qui sont otages de la France pour l'affaiblir ». Donc c'est ça cette stratégie-là. C'est une stratégie à la Sun Tzu, c'est-à-dire pour faire la guerre en soumettant son adversaire, mais arrêter sans faire la guerre. C'est ça. Si l'Afrique dite francophone, par exemple seulement, peut enfin se libérer des chaînes coloniales de la France, de facto, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire, on n'a même pas, c'est mécanique, la France va décrocher. Et si la France décroche, ça veut dire que c'est l'Europe occidentale qui décroche. Si l'Europe occidentale décroche, ça veut dire que cela aura pour conséquence le fait que les États-Unis d'Amérique ne pourront plus compter sur un partenaire à une certaine hauteur d'influence, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Donc, de facto, les États-Unis d'Amérique eux-mêmes vont se retrouver dans des situations assez compliquées où leur leadership serait de plus en plus contesté. Donc, la Russie et la Chine, qui sont d'ailleurs de vieilles puissances sur le plan idéologique, qui ont été en accord, je vous rappelle quand même que c'était des pays qui étaient taxés de communistes, dont l'idéologie dominante était le marxisme, ça il faut le savoir. Donc ces pays-là, bien que plus tard la Chine a adopté un pays de système, avec le bord de mer, avec la côte de Shanghai qui était capitaliste et l'intérieur qui demeurait communiste. Oui. Mais le fond du problème, c'est que ces pays ont pris conscience que pour pouvoir hâter ce nouveau monde multipolaire, le nouveau monde multipolaire, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas ne contient pas les mêmes contraintes du point de vue de la soumission comme un monde unipolaire. Le monde multipolaire donne la liberté, donne des coups de franche à l'ensemble des acteurs qui vont se mouvoir dans cette nouvelle réalité géopolitique, chacun, de pouvoir choisir ce partenaire en fonction d'un certain nombre d'initiatives qu'ils vont prendre pour eux, sans que cela n'induise forcément qu'ils puissent aller chercher les autres quelque part. Mais dans le monde unipolaire dans lequel nous sommes aujourd'hui, on le voit sur le plan économique. Je prends le pays et c'est là où c'est grave. Oui. C'est grave et là où nos dirigeants doivent vraiment hâter l'avènement de ce monde multipolaire. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sur le plan économique si vous n'avez pas l'accord de la FMI de la Banque mondiale, par exemple. Quelles qu'en soient vos bonnes intentions, surtout pour nos pays dominés, ça devient vraiment un véritable cas. Une situation de difficulté assez importante. Alors que dans un monde multipolaire, avec les variétés des nouvelles sources de finances internationales, avec la multiplication, j'allais dire, la vulgarisation de plusieurs robinets financiers, vous serez libre d'aller à gauche, négocier un prêt, libre d'aller à droite, négocier un accord de partenariat économique, sans que vous ne soyez assujetti à une espèce de rigidité sur le point de vue des conditionnalités d'accès au crédit, au prêt, au joint venture, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des espèces de conditions en réalité qui vous dévalorisent du point de vue de votre culture intime, de votre culture première, de votre civilisation, de votre mode de vie, de votre volonté de penser le développement sur le prisme de vos propres réalités. Par avoir des conséquences, vous devenez tout simplement des espèces de pays soumis qui sont obligés de cravacher dur pour rentrer dans l'ordre mondial imposé, avec les conséquences de dévalorisation de l'être humain, de la raison humaine que nous constatons aujourd'hui. Eh bien, c'est dans l'optique d'un monde où l'Afrique fera partie du schéma géopolitique, ou alors du schéma du bouclier qui se dresse juste devant le bloc occidental, que la Chine et la Russie ont décidé d'être offensifs sur le plan militaire et sur le plan économique. Maintenant, dans cette offensive, il y a également la défensive occidentale. Maintenant, aux différents dirigeants africains, peut-être cette fois-ci, de choisir si on est le tatami ou alors si on est l'un des combattants. Je pense que l'Afrique doit rapidement évacuer de
nous sommes subconscients que nous devons être un quelconque tatami. C'est très grave. Mais je pense que pour que nous le comprenions et que nous allons à la vitesse qu'il faut pour pouvoir muscler le jeu de notre côté et pouvoir exister en tant qu'acteur majeur dans cette nouvelle réalité géopolitique mondiale, nous ne pouvons pas le faire avec les structures étatiques que nous avons actuellement là, qui sont issues justement de la conférence de Berlin, 1884-1885. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, de notre côté, il y a travail à faire. Et c'est pour cela que moi particulièrement, j'ai été un peu dessus lors de, je crois, le 15e sommet de la CEMAC qui s'est tenu dernièrement, parce qu'on n'a pas vu au niveau des décideurs, des dirigeants de notre sous-région, une quelconque volonté de percevoir le monde sous le prisme avec les yeux des nouveaux enjeux que ce monde impose aujourd'hui. On n'a pas vu des décisions offensives. Non, on n'a pas vu des dynamiques qui vont dans ce sens-là. Le monde d'aujourd'hui demande à avoir des structures plus ou moins solides, fortes, capables de défendre efficacement, n'est-ce pas, leurs besoins, j'allais dire leurs intérêts. Vous ne pouvez pas avoir, dans une sous-région comme l'Afrique centrale, l'absence réelle d'une quelconque volonté politique pour avoir à minima des projets intégrateurs. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir dans une région comme celle de l'Afrique centrale une quelconque volonté de remettre en cause de manière fondamentale, claire et précise la question de notre assujettissement monétaire, c'est-à-dire que ce manque de souveraineté monétaire qui est criard dans notre sous-région. On nous impose une monnaie avec une parité fixe avec l'Europe, avec une rigidité du point de vue des politiques monétaires, surtout une monnaie forte qui ne correspond pas du tout, n'est-ce pas, à notre économie. Je rappelle à nos téléauditeurs que, par exemple, si vous avez 1 euro, vous pouvez vous acheter des centaines d'équivalents en monnaie iranienne. Je ne parle pas de la monnaie vietnamienne, mais pourtant, ils ont des économies plus compétitives que les économies sous franc CFA. Donc ce n'est pas parce qu'on a une monnaie forte qui ne correspond pas à la réalité de votre économie que forcément vous vous en sortez mieux. Bon, les économistes viendront mieux nous expliquer ça, mais c'était un point pour montrer que le fait que nous avons une rigidité de parité vis-à-vis de l'euro, et d'ailleurs qui nous crée d'autres problèmes, parce que chaque fois que l'euro décroche, c'est nous aussi qui ramassons la gamelle, comme on dit. Mais de notre côté, on ne profite pas de toutes les opportunités. Que les fluctuations sur le plan économique, souvent, il arrive le moment où, par exemple, il y a une chute de la production pétrolière, on devait en bénéficier en adoptant, n'est-ce pas, notre monnaie. Des moments où il y a une hausse de la demande en cacao ou bien en café, on devait profiter en adaptant des fluctuations de notre monnaie, soit à la hausse, soit à la baisse, sans on est incapable de faire ce jeu. Donc, nous sommes comme des gens qui vont à la guillotine et qui n'ont pas d'autre choix que d'aller à la guillotine en fonction des fluctuations sur le plan international et de l'économie mondiale, alors qu'on devait être capable de freiner, de ralentir, d'accélérer, de se mettre de côté, et de voir venir. On ne peut pas, notre monnaie ne nous permet pas, n'est-ce pas, d'avoir la capacité de ce jeu-là. Donc, je pense sincèrement que nous devons, dans la perspective de ce nouveau monde en création qui arrive avec la dynamique multipolaire, redéfinir les entités territoriales que nous appelons États que nous avons. Et pour cela, moi, la proposition que je donne, elle est simple, c'est d'aller vers les regroupements, vers les unions politiques. Nous n'avons pas beaucoup de choix. Les petits, excusez-moi le terme, mais les bantous-temps que nous avons là ne sont pas du tout qualifiés pour participer à cette dynamique et donner la possibilité à nos peuples de pouvoir, eux aussi, compter sur l'échiquier mondial en tant qu'acteurs. Parce que peut-être nous allons compter, mais en tant que vassaux, en tant que marchepied, et ça, c'est ça qui fonde en réalité le retard de notre développement économique. Il faut que nos décideurs aient le culot, le courage de prendre des décisions politiques hardies pour nous mettre à ce niveau-là et pouvoir créer une nouvelle dynamique, de nouvelles réalités qui vont nous permettre de rêver pour une Afrique qui demain ne sera plus un décès pour compte ou bien un gamin attardé, c'est l'expression consacrée que j'aime bien, mais comme quelqu'un
qui devra compter dans tous les plans, tous les agendas, appelez ça comme vous voulez, mais toutes les perspectives de réalité que les uns et les autres sont en train de construire aujourd'hui sur le plan international pour assurer soit la domination, soit pour se préserver des attaques souvent violentes des autres. Ça, il faut absolument que l'Afrique se redéfinisse, l'Afrique se réinvente, l'Afrique essaie de créer un autre rêve, de nouveaux horizons, si nous voulons vraiment participer de plein pied dans cette bataille mondiale. Patient Parfendom, au-delà de la réinvention, la réadaptation de l'Afrique, est-ce que le bloc sino-russe, justement, ne peut pas déjà apporter à l'Afrique une possibilité d'exister sur le plan commercial, géostratégique et géopolitique? Écoutez, comme le disait Winston Churchill, Princesse Cassandra, je ne peux pas faire votre bonheur contre votre propre consentement. C'est aussi trivial. C'est aux Africains de se prendre la main eux-mêmes sur la base de l'analyse concrète de la réalité concrète mondiale. Aujourd'hui, oui, la compétition sur le plan mondial sera d'une barbarie hors norme. Vous ne pouvez pas continuer à être dans des hérésies du point de vue de la réalité stratégique actuelle, avec les États que nous avons, avec la force que nous avons, avec les faiblesses que nous avons. On ne peut pas. Il faut absolument que l'Afrique s'assume. Et pour que ça s'assume, il faut qu'elle ait des voix fortes. Il faut qu'il y ait des voix fortes qui aient le courage de secouer complètement le géant africain qui est presque dans un sommeil comateux. C'est vrai, nous avons abattu un travail énorme. Je m'en félicite. Et je suis heureux de le dire, pour que nous en arrivions au moins à des contestations sur le plan, j'allais dire, communicationnel de cette situation-là qui ne fait pas du tout les affaires des enfants d'Afrique. Il faut qu'on monte en puissance. Et qu'on exige de la part de nos décideurs de moment, de dire, allons vers notre type de regroupement. Regardez, on vient d'avoir une élection au Nigeria. Oui. Qui a consacré l'élection d'un nouveau chef d'État. Mais regardez lors des débats de la campagne électorale au Nigeria. Est-ce que les thématiques liées à la nouvelle Afrique, les thématiques liées à la question du panafricanisme, les thématiques liées au nouveau monde qui est en train de naître face à nos yeux là ont été abordées? Non. Les gens étaient dans les questions bassement économiques, mais sur le prisme d'une économie capitaliste et néolibérale, avec ce qu'elle engendre de méfaits du point de vue éthique, comme c'est le cas de la corruption des électeurs. Voilà où nous en sommes. Alors que le Nigeria, et c'est là ma crainte, j'aime à le dire, au niveau du retard africain, devait être, je veux dire, à l'avant-garde de ce nouveau combat, pour dire l'Afrique d'aujourd'hui ne peut plus continuer à avancer avec les scories de l'ordre colonial. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut créer une nouvelle Afrique qui tient compte de la réalité mondiale, qui a fait une analyse concrète de la réalité concrète et qui essaie de se frayer son chemin dans ce monde violent qui arrive. J'aime citer aussi Antonio Gramsci. L'ancien monde se forme. Le nouveau élan apparaît, ou bien il tarde à apparaître. Mais c'est dans ce clair obscur que surgissent des monstres. Oui. Alors, ces monstres-là, on les voit. Ce sont les atermoiements, ce sont des velléités du monde de la finance internationale à continuer à nous imposer, n'est-ce pas, des réalités, au contraire de nous, qui ne font pas nos affaires, qui vont nous permettre d'évoluer. Vous avez des pays comme le Mali, le Burkina, qui sont riches en or, et qu'on continue de classer parmi les pays pauvres. Vous avez un pays comme le Niger, qui fournit presque l'essentiel de ce que la France utilise dans ses nombreuses transactions, même avec des pays tiers en uranium, et qui continue d'être dans une pauvreté que personne ne comprend. Il faut que les décideurs africains se mettent debout, qui comprennent très bien que l'Afrique a envie de peser. Mais pour que l'Afrique pèse, il faut qu'elle change de nature. Vous comprenez? Il faut qu'elle change de nature. L'Afrique ne peut pas continuer telle qu'elle est là, avec des objectifs sur le plan de pouvoir qui se ramènent
à la volonté de des individus de se perpétuer au pouvoir, à la volonté des clans de domestiquer des espaces qu'on appelle des États. Ce n'est plus possible. Ce sont des schémas complètement dépassés. Il faut qu'on rentre dans un nouveau paradigme qui va nous permettre justement de peser, parce que nous allons devenir puissants, parce que nous allons libérer le génie créateur, le génie tout court qui soude encore au sein de notre jeunesse, une jeunesse vraiment, je peux vous dire, extrêmement importante, extrêmement créative. Ouvrons tout simplement la voie. Donnons la possibilité de mieux protéger par des alliances et des solidarités militaires nos espaces, et d'accepter, par exemple, que nous revalorisions, n'est-ce pas, notre sous-sol en donnant une bonne partie, n'est-ce pas, de ce qui sont notre solution pour pouvoir développer nos propres continents. Pourquoi, par exemple, j'ai émis cette idée un jour, je ne sais pas pourquoi elle ne peut pas prospérer, mais au moins commençons par l'Afrique centrale, ne pas avoir, par exemple, un code minier qui soit le même pour tous nos États. Pourquoi pas? C'est-à-dire, on dit, si on veut extraire de l'or au Cameroun, que ce soit le même code pour le Cameroun, pour le Nigeria, pardon, pour le Tchad, pour la plus centrafricaine. Je pense qu'on gagnerait un peu plus en allant dans ce type de construction, parce que évidemment on revaloriserait, n'est-ce pas, notre barre un peu à la hausse, pour qu'on ne continue plus de subir ce que nous subissons, qui ne sont rien d'autre qu'un pillage organisé avec la complicité de nos décideurs. Donc, à vous écouter, Passion Parfendum, on a l'impression que dans cette guerre d'influence, dans ce rapport de force mondiale, l'Afrique est un peu la dernière de la classe. Peu importe les différents partenariats, alors dans les pays africains qui semblent vouloir briller, on va parler peut-être du Mali, vaguement également de la République centrafricaine, c'est-à-dire que peu importe tout cela aujourd'hui, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. C'est déjà ça. Ça démontre qu'avec un peu de volonté, on peut faire des pas qualitatifs. Je rappelle quand même, il faut quand même le dire, que contrairement, n'est-ce pas, à l'élite occidentale, un partenariat comme celle avec la Russie, j'ai démontré tout à l'heure qu'ils ont plutôt intérêt. Que nous aussi, nous puissions monter en puissance du point de vue de notre autonomie et de notre souveraineté. En effet. Mais un partenariat comme cela sera beaucoup plus profitable à l'Afrique qu'autre chose, pour des raisons évidentes. Les premières raisons sont des raisons d'ordre historique. Ni la Chine, ni la Russie n'ont eu de colonies sur le continent africain. Ce sont des gens, au contraire, qui ont toujours été aux côtés des mouvements de libération de notre continent dans leur quête d'indépendance réelle. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, à tous les niveaux, premièrement. Deuxièmement, et vous allez le remarquer, depuis un certain temps, on a l'impression que ces gens, dans leur rapport vis-à-vis des Africains, mettent vraiment la solidarité en avant. Je donne un exemple. Allez-y. Le Gabon, la présence française au Gabon, elle est plus que centenaire. Mais le premier pont véritable qui dit, je crois, Port-Gentil, et si c'est pas, il y a une ville qui m'échappe, qui est l'ordre de 95 km, a été offert presque gratuitement par les Chinois. Donc, quand les gens disent cette coopération-là n'est pas bonne, on dit d'accord, on veut bien. Mais vous montrez-nous les dividendes de la coopération plus que centenaire que vous avez de vous. Avec vous, je veux dire. C'est quoi les dividendes? Le nouveau partenaire arrive, il nous donne les routes, il nous donne des ponts. Vous me direz que nous ne sommes pas des gamins à qui on doit tout donner, je suis d'accord. Mais au moins, avec eux, on peut les avoir. Sur le plan des infrastructures, on voit des avancées. Sur le plan des prêts, on voit des avancées. Et c'est pour cela que je vous disais tantôt qu'il faut changer rapidement de paradigme pour que, au-delà de pouvoir nous donner, nous serons aussi capables de voler un peu de leur technologie. C'est ce que les Chinois ont fait depuis très longtemps. Ils ont fait, hein. Ils n'ont pas fait la magie. Ils se sont enfermés pendant très longtemps. Ils ont travaillé avec le bleu de chauffe. Donc, comme ouvriers, ils n'avaient pas de Louis Vuitton et tout ce que vous voulez. Ils ont économisé des petites piécettes. Finalement, de biens. Ça a été énorme. Ils ont commencé à acheter des titres, acheter des actions. Et bon, maintenant, être costaud et exiger, par exemple, que bon, écoutez, nous avons besoin des avions. Ils disent à Airbus, on te passe une commande de 50 avions.
Pour Airbus, c'est du pain béni parce que le monde capitaliste, il fonctionne comme ça. On fabrique, on vend, on fait des bénéfices. Mais il pose des conditionnalités. L'avion devra être monté chez nous en Chine, premièrement. Deuxièmement, les 3 quarts des ouvriers qui doivent participer au montage de cet avion doivent être chinois. Donc, progressivement, ils ont commencé à piquer la technologie qui allait avec. Mais cela demande un certain nombre de réformes en interne. Oui. Sur le plan de l'éducation scolaire, sur le plan de l'acquisition et de la domestication de la science, la technique, la technologie, etc. etc. Mais ils ont pensé. Ils ont pu arriver là. Progressivement, ils ont dit, bon, le prochain avion de Airbus que vous allez nous vendre, ne vous en faites pas, c'est nous qui allons vous offrir les ailes. Parce que maintenant, nous savons construire les ailes. Après, ce fut le moteur. Après, ce fut un certain nombre de trucs. Et puis, finalement, la Chine s'y a essayé à construire un avion. Et je peux vous dire que là où nous parlons maintenant, ils sont assez avancés sur la maîtrise d'un certain nombre de fondamentaux qui concernent la construction aéronautique, etc. Voilà le chemin. Or, tant que nous ne nous posons pas ces questions, nous ne refondons pas un ensemble de structures dans ces différents domaines, nous allons continuer à être comme des petits consommateurs, celui qui attend des poissons tous les jours en tendant la main, au lieu d'exiger qu'on nous apprenne à pêcher pour que nous soyons plus ou moins indépendants de ses partenaires et de pouvoir compter, nous aussi, en fonction de notre plan de développement. Est-ce que il y a des problématiques qui sont d'ordre structurel qu'on ne se pose pas souvent? Est-ce que pour que l'Afrique se développe, elle est obligée de suivre exactement le même chemin que les Occidentaux, les Russes et les Chinois? C'est un débat. C'est des débats qui n'existent pas encore chez nous parce que nous sommes beaucoup plus occupés à résoudre des problèmes domestiques, de comment on fait pour tenir le pouvoir, pour se maintenir au pouvoir, pour préparer le fils à nous remplacer. Comment on fait pour arracher une famille au pouvoir? Alors que les enjeux sont ailleurs. Vous voyez comment c'est complexe. Les enjeux sont vraiment ailleurs. Les enjeux sont ailleurs si nous ne voulons pas que le reste du monde continue d'avoir ce regard de dédain vis-à-vis de nous. C'est à nous maintenant de changer cette réalité-là. Et nous pouvons le faire. Il suffit tout simplement que nous ayons à la tête de nos États des gens qui pensent Afrique, qui ont de l'ambition pour notre continent. Et je pense qu'on ira très vite. Donc, je chute par là en disant, oui, la Russie et la Chine seront prêts à nous accompagner, à nous aider. Ils ont commencé à le faire. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant si nous n'articulons pas cela avec une volonté propre des Africains à se sortir de ce piège mortel que j'appelle cette cage de fer, dans laquelle nous avons été complètement enfus depuis la nuit des temps. Cette espèce de chape de plomb du point de vue de la vision nous empêche de voir l'horizon tel qu'il est, mais on continue de le voir avec les œillères, avec les yeux des autres. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on commence à voir le monde, à voir l'horizon avec nos propres yeux, avec nos propres ambitions, avec nos propres rêves. C'est seulement comme ça que nous allons vraiment occuper la place réelle que l'Afrique doit avoir dans la construction de ce nouveau monde qui arrive. Eh bien, quand on voit le poids du bouclier sino-russe ou alors Chine-Russie, on comprend que c'est un géant face tout simplement au bloc occidental. Mais comment parler de ce bloc sans revenir sur les BRICS et leur impact justement sur l'Afrique, qui pourrait également être comme une remorque pour ces différents pays africains, même si on a l'habitude, et vous le disiez encore tout à l'heure, des politiques qui n'ont pas encore compris les enjeux de la prise de pouvoir en Afrique. Oui, je pense que tout ça est lié. Hein? Les autres, pour aller au combat avec le monde occidental qui existe là, il faut vraiment être puissant. Et la puissance commence par la capacité d'articuler certaines réflexions qui vous permettent plus tard de créer, de mettre en place des instruments de combat. Pour être à la hauteur des autres. C'est Martin Luther King qui disait, si vous voulez combattre un oppresseur, il faut vous organiser à un niveau qui corresponde justement au niveau d'oppresseur. Les BRICS, c'est quoi? C'est l'aboutissement d'une conclusion que sur le plan de la domination géopolitique, depuis la destruction du mur de Berlin, l'Occident est devenu, j'allais dire, insolent du point de vue de la domination. Elle était libre de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut.
Il y avait de nouveaux pays émergents qui étaient à l'étroit vis-à-vis de la place que leur accordait cet Occident un peu cupide. Donc, ils ont pris du poids, mais aussi l'Occident, par ses propres contradictions, a commencé à donner aux autres du grand amour des raisons à pouvoir s'affranchir. Ça a commencé avec cette affaire de la guerre du Golfe. Ça semble bizarre. Mais sur le plan géopolitique, ce qui a fait la force de l'Occident à travers les États-Unis à cette époque a constitué en réalité sa propre faiblesse. Pourquoi? Parce que, on a constaté qu'avec ce nouveau monde, avec l'absence de ce qu'on appelle l'équilibre l'équilibre latéral entre les deux blocs qui existaient avant, maintenant qu'un bloc a été éliminé et qu'il y a un seul bloc qui existe, le bloc qui reste dans le bloc occidental impérialiste avait des problèmes d'éthique, avait des problèmes de morale, avait des problèmes de respect, même des institutions qu'il mettait en avant comme des réussites du point de vue humain. Quand vous avez un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui viole allègrement un veto, comme ce fut le cas des États-Unis lors du veto français, vous vous souvenez encore de cette belle passe d'armes au niveau de cette institution entre Dominique de Villepin et les représentants américains, Dominique de Villepin qui était le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, et la France a opposé son droit de veto. C'était la France de Jacques Chirac. Les États-Unis en sont passés outre. Sur la base d'un mensonge, la fiole qu'agitait Colin Powell, le secrétaire d'État américain de l'époque, parce que lui-même a été grugé dans l'affaire. Plus tard, quand il se rendra compte qu'il a été mené en bateau, il va piquer une colère noire. On nous agite une folle. À mon Dieu, vision, c'est pas un truc que personne n'a vu, non. Et on vous explique que là-dedans, il y a l'anthrax qui est une arme de destruction massive. Mais les autres me disent, mais c'est pas possible. Nous avons des agents de renseignement dans ce pays. Ce pays n'a pas d'arme de destruction massive. Les États-Unis disent, on s'en fout. On passe outre. Votre droit de veto ne vaut rien. Donc on brise, on foule au pied un principe central du Conseil de sécurité et du fonctionnement de l'ONU. On va en guerre avec la conséquence 5 millions de morts que nous avons. Donc l'autorité morale dont jouissait le leader mondial que sont les États-Unis, les gens qui regardaient, ils ont dit, mais ce type, il ne représente rien, il ne respecte rien. On ne peut plus continuer à faire confiance dans un système où le leader ne peut plus dire la vérité, ne peut plus respecter les statuts, j'allais dire, les conditions de fonctionnement que nous avons acceptées de manière libre, premièrement. Deuxièmement, on a vu sur le plan international, sur le plan monétaire, sur le plan financier, la crise de subprimes, parce que à l'époque, l'économie américaine est flamboyante, c'est elle qu'on présente comme l'exemple des modèles. On a appris à tous les enfants, à tous les étudiants de faculté de sciences économiques que le marché, le marché, le miracle marché, il n'a pas besoin de l'intervention d'un tiers. Il a la capacité de s'auto-réguler en cas de crise. Sauf qu'avec la crise des subprimes, qui sont ces John Bonds, les obligations pourries, on a vu l'État américain est dans l'obligation d'intervenir pour empêcher à l'un de ces digues en termes d'entreprise de couler. C'est le cas par exemple de Lehman Brothers. Oui. Et ils ont un principe aux États-Unis qui disent it's too big to fall. Donc le volume d'une entreprise aussi importante comme celle-là ne peut pas couler sans que l'État n'y réagisse. Et qu'est-ce que l'État américain de l'époque a fait, je crois sur Barack Obama, c'était de faire tourner la planche à billets. Ah bon? Donc c'est ça. Donc sur le plan compétitif, on se rend donc compte que l'action de l'État, l'interventionnisme de l'État foule au pied les principes même qui régissent le capitalisme sur le plan international. Donc l'interventionnisme de l'État et sur le plan de la finance internationale avec et économique comme le cas de cette crise subprimes, et sur le plan agricole parce que les pays comme la France, il y a des subventions agricoles qu'on donne, n'est-ce pas, à leurs agriculteurs pour être compétitifs sur le plan international en termes de produits qu'ils produisent. Donc finalement on s'est rendu compte que nous étions dans un gros mensonge. Donc le voile s'est déchiré. Oui.
Et ces États occidentaux n'avaient plus la superbe aujourd'hui pour être des modèles sur le plan international. Les autres qui commençaient donc à enfler, qu'on appelle les BRICS, ont commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut nous regrouper. Il faut qu'on ait un contre-pouvoir aux institutions qui sont dominées par l'impérialisme occidental. C'est ça les BRICS. Et plus grave, ils ont agencé la question comment faire pour contourner la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. On a vu le désarroi des Grecs à qui on a appliqué le même traitement de cheval que les pauvres Africains avec le traumatisme que ces Grecs ont subi. Alors, ils ont dit, si nous continuons comment dire ça, à être assujettis en termes de règlement, en termes de mode de financement, en termes de constitution même de la finance internationale, à l'ordre ancien, j'allais dire, capitaliste occidental, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez là, ils sont en train de créer la banque des BRICS. Ils créent un certain nombre de choses pour être plus ou moins indépendants de ce monde de la finance internationale. Et là, dernièrement encore, avec la guerre, opération militaire spéciale russe en Ukraine, il y a un système, une espèce de messagerie financière qui registre les échanges sur le plan mondial de tout ce qui concerne les finances. C'est le système SWIFT. Que font les États-Unis? Première décision sur le plan financier, on va exclure la Russie du système SWIFT. Donc, empêcher de facto à la Russie d'être capable de commercer sur tous les produits financiers, de l'exclure de ce jeu-là. Donc de mettre son économie à genoux, comme disait d'ailleurs M. Bruno Le Maire. Oui. Alors les gens disent, ah bon? Dernière remarque. Il y a, on les appelle les oligarques, mais des hommes d'affaires russes, qui avaient des biens parqués dans les pays occidentaux, dans certaines banques, dans certains des biens à la fois des actifs et des biens immobiliers réels. Que disent les Américains et le monde occidental? Parce qu'il y a cette guerre. Nous allons capter l'ensemble de cette fortune. Parce que votre pays est en guerre avec l'Ukraine, dit-il. Mais où est le principe de la protection de la propriété privée? C'est où? C'est l'un des dogmes du système capitaliste. Oui, oui. Alors, tout le monde regarde ça et dit, attention, si c'est avec un univers pareil, avec un partenaire comme celui qu'on voit là, à qui nous devons avoir affaire, je pense que le temps des ruptures est arrivé. Et c'est ça, c'est l'ensemble, je n'ai pas été exhaustif, de l'ensemble de tous ces éléments qui poussent donc les uns les autres en disant, nous devons recréer un nouveau ordre mondial et tout faire pour que cet ordre mondial ne soit pas garanti par la seule volonté soit d'un pôle, soit d'un pays. Il faut que tout le monde puisse être à la fois constructeur de ce nouvel ordre mondial, mais aussi garant de sa sécurité. C'est ça le nouvel ordre mondial. Et c'est là-dedans, je dis, il faut que l'Africain torche dans la création de ce nouvel ordre mondial. Or, cet Africain torche être possible que passer sur le plan international, sur le plan mondial, c'est pas possible. Vous allez continuer à demeurer de manière volontaire dans ce que Samir Amin appelait la périphérie du jeu économique. Il faut que nous rentrons au centre du jeu économique. Oui. Et pour cela, il faut qu'on ait des choses à proposer au monde en termes de valeur, en termes de capacité, en termes de force économique. Et ça ne se construit pas avec la réalité actuelle de notre continent. Et moi, je reviens toujours sur la question de l'industrialisation qui malheureusement reste le caillou dans la chaussure de l'Afrique, justement pour s'imposer sur le plan économique, sur le plan commercial, puisque une bonne partie de l'Afrique n'existe pas sur ce plan-là à cause notamment de cette monnaie, mais aussi de son incapacité à transformer les produits que, heureusement, elle a sur son territoire. Alors, au milieu de tout cela, est-ce qu'on va rester à se dire, nous attendons de nouveaux politiques, nous attendons de nouveaux programmes politiques, nous attendons des dirigeants un peu plus lucides, et le peuple? Oui, c'est compliqué, vous savez, princesse Cassandra, là où vous êtes là, il faut avoir les meilleurs du monde pour transformer votre environnement immédiat, pour transformer votre pays, votre sous-région. Mais il y a quelqu'un, les décideurs, qui doit les mettre, les implémenter. Quelles qu'en soient vos bonnes volontés,
Vous imaginez le nombre de projets novateurs, révolutionnaires, que les Africains, soit en termes d'individus ou bien de groupes, ont étudié, réfléchi, mis en place, proposé, et qui n'ont jamais abouti, parce que les politiques n'étaient pas prêtes, n'étaient pas à niveau pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, la plus-value que pouvait apporter l'implémentation de ces projets. Vous n'avez pas encore pour rigoler. Et dans ce jeu-là. À qui ce rôle alors? Au peuple ou alors à un esprit qui descendra du ciel? Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Les peuples doivent se réveiller? Les peuples doivent se réveiller. Les entrepreneurs politiques, bon, c'est un thème que j'aime pas beaucoup, doivent commencer à la base. Tout le monde, je vois des gens à peine sortis du pouvoir, ils disent on va remplacer Biya, on va faire ceci. Non, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas une éducation politique des différents partis politiques? Voilà, il faut commencer par la base, par le B.A.B.A., par la base. Oui. C'est-à-dire l'éducation. L'éducation. Il faut éduquer les populations. Il faut, pour parler terre à terre, ouvrir les yeux aux populations. Leur montrer que dans cette affaire-là, tout dépend de vous. Mais il faut aussi mettre en responsabilité devant leur propre responsabilité, nos élites, entre guillemets. Oui. Ils sont aussi contents. Ils peuvent aider à accélérer le mouvement. Ils peuvent aider à accélérer le mouvement par des attitudes positives qu'ils ont, parce qu'ils comprennent très bien des enjeux, que les gens à la base qui sont tenus au cou par les contraintes de la vie au quotidien. Mais on a l'impression, n'oublions pas que nous sommes des pays dominés, c'est difficile. Oui, on a l'impression, patient par Fendom, qu'aujourd'hui, la population comprend mieux les enjeux, ou alors mesure mieux les enjeux, justement, que les dirigeants. Et je prends un exemple simple. On a en Afrique de l'Ouest, par exemple, le Mali, le Burkina Faso, je n'oublierai pas la Guinée-Conakry, qui sont des pays où, lorsqu'il y a la déception au niveau politique ou alors au niveau des décideurs, eh bien, le peuple décide de prendre ses responsabilités. Dans les pays d'Afrique centrale, les choses sont tout autres. C'est un déficit culturel ou alors c'est le poids culturel qui continue d'empêcher l'avancement de certaines choses? C'est encore une boutade que je veux. Il semble qu'on n'a pas labouré le cerveau de tous les Africains avec les mêmes profondeurs. Okay. Si vous prenez par exemple le pays du Sahel, prenez un pays comme le Burkina, mais beaucoup plus le Mali, il est resté des espèces de confréries, excusez-moi le terme, parce que c'est pas exactement ça, mais d'organisations sociales qui sont un peu plus solidaires, qui comprennent très rapidement que pour des questions de survie, elles ont l'obligation de se mettre ensemble. Ce n'est pas beaucoup le cas au niveau un peu de golfe de Guinée, où arrêter parce que je sais pas. Chacun veut sa part. Nous sommes un peu gâtés, hein, faut dire la vérité. Et puis nos structures traditionnelles et sociales ont été vraiment mises en lambeaux. Même celles qui résistaient encore, je peux parler par exemple des chefferies du Grand Ouest du Cameroun. Même là-bas, vous voyez des contradictions qui ont fait imploser carrément d'autorité, n'est-ce pas, de ces sociétés à la base. Donc, il faut revenir vers de nouvelles formes d'éducation. Et cela incombe aux animateurs politiques, aux entrepreneurs politiques. Ce n'est pas parce que le peuple prend conscience qu'on avance. On avance quand nous avons un leadership qui est à la hauteur des enjeux. Et ce leadership, aujourd'hui, manque de manière criarde dans l'espace que nous avons. C'est une question aussi de leadership. Quand vous prenez toutes les révolutions du monde, la révolution chinoise, oui, le peuple mourait de faim en Chine, mais il a fallu un leadership autour de Mao pour comprendre qu'il faut changer de paradigme, qu'il faut créer quelque chose de nouveau. C'est ça la révolution chinoise. Quand vous avez au niveau de la Russie, et vous voyez ce que les bolcheviks avaient fait en Russie avec la révolution russe, c'est parce que l'élite autour du leadership de Lénine avait bien compris que si nous voulons changer complètement l'ordre des choses et redonner la place aux citoyens, il faut faire autrement. Pour l'instant encore, au niveau de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, on a l'impression qu'il y a un déficit criard de leadership vis-à-vis de cette vision que vous et moi, nous venons d'étaler ici. Prenons le cas
de l'industrialisation. Effectivement, si nous voulons faire des sauts qualitatifs importants, il faudra qu'on passe par l'industrialisation. Alors, moi, je ne comprends pas ce qui se passe quand on vous dit qu'il y a un port en eau profonde qu'on vient de faire à Kribi. Bravo. Oui. Mais à quoi va servir ce port? On vous dit qu'il y a un chemin de fer qu'on est en train de faire entre la zone d'extraction de ce mine, de ce gisement de fer qui est derrière à cheval entre Cameroun et le Congo et le port de Kribi. Ça veut dire que de facto, on fait du port de Kribi un port minier. C'est-à-dire qui a pour objectif tout simplement de servir de centre d'évacuation du raw material, c'est-à-dire que de ce minerai brut qu'on va prendre dans notre sous-sol, on va mettre dans le cas de bateau et qui va partir. Si, par contre, parce qu'il y a ce port de Kribi, et là c'est là où je parle, quand je parle de l'unité politique, suivez dans mon regard, des réunions comme celle-là, c'est marrant de dire, bon, nous allons refonder le système scolaire de l'Afrique centrale. Nous allons orienter vers des filières qui ont trait à l'exploitation minière, qui ont trait à la transformation du fer en acier, au moins première, deuxième, troisième transformation, qui ont trait à des constructions d'usines, avec tout ce que cela concerne, n'est-ce pas, de ces usines de transformation localement, pour que au moins 40, 50, 60% de ce qui sortira de notre sol soit transformé localement. Voilà la vision. À partir de ce moment-là, on bouleverse complètement l'architecture économique, l'architecture de l'éducation, l'architecture du commerce, l'architecture des modes de financement. Parce que il y aura certainement des grandes usines, mais il y aura aussi des sous-traitants, il y aura un know-how dont nous avons besoin. C'est un projet, c'est un programme, mais c'est le FMI et la Banque mondiale qui décident, mais pire encore. Comment pouvez-vous orienter votre économie vers cette perspective de développement avec une monnaie qui ne vous appartient pas? C'est impossible. Donc quand on parle souvent de dire qu'il faut mettre fin au franc CFA, il faut qu'on crée notre propre monnaie commune pour pouvoir articuler en mettant en place un certain nombre de possibilités que j'appelle d'agrégats pour enfin nous propulser. Les gens prennent ça pour un débat, c'est même un nom même d'âge. De la propagande. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas. Oui. Ils ne comprennent pas. De la même manière, le président de la République, dans son discours à la jeunesse dernièrement, comme même en fin d'année, il a parlé de là, nous allons nous lancer dans l'industrie minière. Mais allez à l'UT, ici à Douala. Allez. Je ne vous amène pas ni à Kaïdé, ni à Menganga, je ne sais pas où. Allez à l'UT de voilà. Vous voyez les gars qui font génie mine, les enfants qui font génie mine. Parce que c'est eux l'avenir. Si on veut se lancer dans ce programme, ils n'ont pas de laboratoire. C'est quand même pas de laboratoire. Quand ils vont faire des stages, on les envoie dans les carrières, on trie le gravier en 5-15 à 15-25. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, honnêtement, quand on crie et on dit il faut faire autrement, c'est parce que nous estimons que c'est seulement en procédant comme cela que nous allons gagner. Poutine a fait quoi? Il a créé des pupilles. Il a, au niveau du primaire déjà, fait la sélection. On a recruté ces gars-là qui étaient comme des petits scouts, ces enfants-là. Ils sont devenus la pupille de l'État. C'est l'État qui s'occupe d'eux. On a orienté ces enfants-là dans les domaines stratégiques du point de vue de la science. Et je dis, ils sont des leaders mondiaux. Je rappelle à notre télé-auditeur que la Russie, c'est presque la moitié de la population américaine. Mais ils produisent 3 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis. C'est ça la volonté politique. Nous, la nôtre, elle est où? Elle s'est perdue dans les méandres des batailles pour la confiscation du pouvoir, pour la gestion clanique du pouvoir, pour remettre, je ne dis pas que dans nos États, dans nos directions, tout le monde est pareil, parce que il y a quand même certains cas de grands commis de l'État qui ont notre vision et qui se battent dans leur secteur pour améliorer les choses de manière conséquente. Mais ils sont encore minoritaires dans ce gros dans ce gros bloc qui dirige nos États. Il faut faire autrement. Il faut avoir le courage, je parle d'ambition, pour nos États. Et pour cela, évidemment, il faudrait qu'il y ait des ruptures, il faudrait couper certains gordiens si on veut avancer. On ne peut pas avancer avec cette vieille philosophie, avec cette vieille méthode, avec cette vieille pensée qui croit qu'il faut que Paris, Londres, Washington nous donne le OK pour qu'on puisse bouger. Ça ne marchera jamais comme ça.
Merci infiniment, Passion Parfendum, pour cette expertise où je dirais de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses, puisque sous votre regard panafricain, justement, on soumettait plusieurs questions qui mettent en avant le rôle de l'Afrique ou alors la place que pourrait avoir l'Afrique dans cette bataille et ces rapports de force. La Chine et la Russie qui forment aujourd'hui un bloc ou alors un bouclier sino-russe de poids face au bloc occidental, peut-il se servir de l'Afrique comme un pilier justement dans cette bataille? Première interrogation. Vont-ils, ces deux différents pays, être des alliés de l'Afrique? L'Afrique réussira-t-elle à être l'allié de ce bouclier sino-russe? Ou réussiront-ils à aller ensemble face au bloc occidental? C'était les questions que l'on se posait dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Est-ce que ce que l'on retient particulièrement de vous dire, Passion Parfendum, c'est que les partenaires ou encore la présence du bouclier sino-russe en Afrique ne suffit pas à l'Afrique pour avoir du poids sur ce champ de rapport de force ou encore d'avoir une place suffisamment grande, d'être à la place d'un tatami, je dirais un acteur. Il me souvient qu'une fois, toujours dans le cadre de l'émission Regard panafricain, la question principale posée à l'invité, celle que je vous poserai d'ailleurs pour fermer définitivement le débat, en géopolitique, l'Afrique est-elle un enjeu géopolitique ou alors un acteur? Non, il a un peu les deux, parce que les réalités du point de vue continental sont un peu contrastées. Oui. Il faut quand même le dire. Oui. Nous avons des zones qui sont encore des zones, je dirais des zones basses et des zones hautes. On n'a pas la même réalité un peu partout en Afrique. Prenez le cas d'un pays comme l'Éthiopie. Quand vous voyez ce que l'Éthiopie est en train de faire, ils sont dans une démarche de souveraineté. Mais quand vous prenez d'autres pays, je ne veux pas faire la mouche de coche, mais vous vous rendez compte quand même que ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas la même volonté. Il faut le dire. Je pense que ce que la Russie et la Chine sont en train de nous offrir nous commanderait à nos décideurs de moment d'être même à la limite un peu opportuniste. Parce qu'en politique, il y a aussi une question d'opportunisme. Oui. D'être un peu opportuniste et de comprendre qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus à tirer de cette multiplication de possibilités. Et pour cela, ils doivent un peu se bouger. Ils doivent un peu se manier, ils ne doivent pas rester immobiles avec les anciens schémas, les anciennes réalités, surtout les anciens modes de fonctionnement qui n'ont plus de place aujourd'hui dans le monde réel dans lequel nous vivons. Ils ont l'obligation de s'armer de courage, de s'armer de volonté pour faire des pas qualitatifs dont l'Afrique attend. Et c'est seulement dans cette condition-là que l'Afrique va cesser d'être... vous avez dit quoi? Le tatami, le terrain de bataille. Oui, c'est-à-dire que un enjeu, mais que l'Afrique va réellement devenir un véritable acteur, mais j'allais même dire majeur, du point de vue des potentialités qui regorgent notre continent. Nos potentialités ne sont pas que naturelles, elles sont même humaines, parce que souvent on a tendance à négliger le capital humain africain sur le plan qualitatif comme quantitatif. Il est assez important. C'est à nos décideurs de moment et à notre population. C'est pour cela que je dis il faut passer par l'organisation. Nous avons encore un niveau d'organisation trop bas par rapport à ces enjeux. Nous disons à tous les Africains, chacun dans son domaine de compétences, chacun avec les possibilités qu'il a, organisons-nous, créons des passerelles, musclons le jeu, bonifions le jeu, en formant les gens, en leur donnant des bonnes informations, en nous regroupant, en étant plus solidaires, en étant plus fraternels. C'est seulement comme ça que progressivement, nous allons enfin arriver à cette unité politique que nous attendons et qui, à mon sens, est la clé vraiment, le bâton magique qui va nous permettre enfin de créer de nouvelles réalités au niveau de notre continent qui feront le charme de notre continent et qui obligeraient les autres à se dire attention. De là où on pensait que c'était complètement le cœur des ténèbres, il y a quelque chose de nouveau qui se produit et qui commande
à ce que on puisse avoir un nouveau regard vis-à-vis de cet espace et de nouveaux types de coopération et d'accords avec ces gens, parce que décidément ils ont pris leur liberté et leur autonomie et leur dignité en main. Et vous savez, depuis quelque temps, je pense que nous sommes dans la ligne de la victoire. Je ne désespère pas de l'homme en général, surtout de l'homme africain en particulier, parce qu'il y a un bouillonnement, il y a des lames de fond qui traversent notre continent, il y a des tendances lourdes qui sont visibles, et peut-être qu'on ne verra pas cette victoire, mais une chose est sûre, de manière irréversible, l'Afrique est à plus de chemin de la victoire pour construire ici en Afrique une nouvelle réalité qui n'est rien d'autre que cet humanisme dont l'homme africain de manière consubstantielle constitue, et qui sera le nouvel horizon où tous ceux qui se sont égarés du point de vue du respect de l'être humain, de notre planète, viendront vraiment s'abreuver comme ce fut dans les temps anciens pendant l'époque glorieuse de l'Égypte antique. Et c'est ici que s'achève ce programme Regard panafricain sur For You Media Africa. Vous étiez nombreux à nous regarder sur nos différentes plateformes internet, nous écouter et nous regarder via l'application For You Media téléchargeable sur Play Store. Je n'oublierai pas notre fréquence à 96.3 FM. Merci à tous d'avoir été des nôtres et merci à vous, Passion Parfaite d'Homme. Rendez-vous jeudi prochain, même heure et différents contenus. Je dirais également merci à Albert Dibongue qui était à la mise en onde de ce